Bonjour à tous. Bonjour à tous. On se retrouve dans un setup assez inhabituel. Alors je vous avoue, je suis suréquipé. Moi, j'ai jamais été comme ça. J'ai une oreillette. Première fois de ma vie que j'ai une oreillette. J'ai un micro-cravate. J'ai une tablette ici. J'ai énormément de feuilles. Regardez comme c'est du sérieux. Regardez comme c'est du sérieux aujourd'hui. C'est du sérieux puisque c'était annoncé. On va faire un contre G7 sur Twitch aujourd'hui. Et on est en présence de CCFD Terre Solidaire. Excusez-moi. Anouk, comment ça va? Bah écoute, ça va super bien. Toi aussi? Ça va, ça va. En plus stressé, j'ai un peu le trac, mais là c'est bon, c'est déjà en train de partir. Je suis tranquillement installé dans mon fauteuil orange, le plateau est magnifique. Trop bien. C'est vrai. Donc CCFD Terre Solidaire. Avant d'en parler, on va déjà parler un petit peu de pourquoi on fait un contre G7. Donc le G7, vous connaissez, c'est un sommet du G7, plus que le G7. Donc le G7, c'est le groupement des 7 nations censées être les plus influentes dans le monde, en gros. Et c'est une tradition qui existe depuis à peu près les années 90, notamment, qui a pris racine dans le mouvement altermondialiste. D'ailleurs, vous remarquerez que j'ai ma meilleure tenue d'altermondialiste, hein. Chemise à fleurs, la barbe n'est pas rasée, pas de dégradé sur le côté, on est très bien. Cette petite vibe babos altermondialiste, elle est bien là. Et donc, du coup, oui, on a décidé de faire un contre G7 sur Twitch cette année. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi on a décidé de faire ça ici et puis surtout présenter CCFD Terre Solidaire, donc du coup, cette ONG avec qui on fait une collab exceptionnelle aujourd'hui. Oui, bah déjà, merci beaucoup de nous accueillir sur ta chaîne. On est trop contents et contentes d'être là. Et je pense qu'on va bien s'amuser ce soir. Mais on va aussi parler de choses sérieuses parce que on peut pas faire que s'amuser. Non, en fait, le CCFD Terre Solidaire, c'est une ONG de solidarité internationale qui a une assez longue tradition de participation au contre-sommet, à ce qu'on appelle les contre-sommets, parce qu'on a été assez investi dans les mouvements altermondialistes, comme tu le disais, dès la fin des années 90-2000. On a participé aux forums sociaux mondiaux. Donc ça remonte, mais par exemple, l'année dernière, on était à la contre-COP, qu'on a appelé le sommet des peuples. Et en fait, on est dans des espaces comme ça, démocratiques, où les citoyens et les citoyennes sont représentés, et les citoyens et les citoyennes du Nord comme du Sud. Okay. Et voilà, c'est des espaces où on peut s'exprimer et où on peut proposer des messages alternatifs. Et on peut proposer aussi un autre monde qui est un peu plus séduisant que le monde qu'on nous propose aujourd'hui. Oui, c'est un petit peu le principe du truc. Et effectivement, quand on voit ce que c'est un sommet du G7, les différentes personnalités qui sont représentées là-bas, enfin, petite anecdote déjà pour commencer, ça plante un peu bien le décor. Ce sommet du G7, il a été décalé d'une journée parce que Donald Trump en personne fêtait ses 80 ans avec son match de MMA devant la Maison-Blanche. Et le contre G7 a été décalé uniquement pour cette raison. Donc ça en dit peut-être un peu long sur la nature de ces contre G7 finalement. Oui, et aussi de qui décide. C'est sommet du G7, excusez-moi. Oui, et aussi de qui décide. Voilà, on est un peu plié face à Trump, j'ai l'impression. Oui, ça c'est un petit peu le truc. Alors effectivement, est-ce que ça peut changer? On va dire que oui, parce que sinon, il n'y aurait pas des ONG comme CCFD Terre Solidaire qui existent. Il n'y aurait pas des mouvements comme le mouvement altermondialiste qui a commencé un petit peu au début des années 90. Il n'y aurait pas des contre-sommets quand, justement, les puissants de ce monde se retrouvent. Donc, effectivement, un autre monde est possible. C'est ce qui est écrit sur l'affiche. Et ça sera un petit peu, au final, le fil rouge d'aujourd'hui, je pense. Exactement. On aura plein de personnes de plusieurs organisations, du Nord comme du Sud, qui vont nous présenter plein d'alternatives et aussi des méthodes pour faire face aux inégalités, au changement climatique, etc. Et j'espère qu'on va s'inspirer ensemble, qu'on va se donner de la force ensemble et qu'on va passer une bonne soirée. Oui, alors je pense qu'on va passer une bonne soirée. Je ne me fais pas trop de doute là-dessus. Mais avant de commencer de faire notre premier talk, donc du coup on va faire 4 talks, 4 sujets différents avec plein d'invités qu'on va annoncer, différentes ONG qui sont représentées. Mais avant, est-ce qu'on peut juste s'attarder un petit peu sur pourquoi CCFD Terre Solidaire a voulu faire un contre-sommet sur Twitch et pas faire un contre-sommet plus classique, type une manifestation? Oui, en fait, il y a eu une manifestation qui a été organisée dimanche à Genève, en lien avec le sommet du G7, okay. Où il y a des personnes qui se sont rassemblées physiquement pour exprimer des messages de solidarité, etc. Et nous, en fait, au CCFD Terre Solidaire, on s'est dit que ça pouvait être cool d'organiser un contre-sommet sur Twitch parce qu'on ouvre aussi tous les narratifs, toutes les recherches qui sont faites, tous les discours à d'autres personnes qui n'auraient pas forcément l'occasion de se déplacer à Genève. En fait, cette année, en 2019, il y a déjà eu un sommet du G7 en France. Okay. Et à ce moment-là, il y avait un contre G7 où il y avait beaucoup d'organisations qui ont participé physiquement. On va peut-être en parler après. Oui. Mais là, cette année, il y avait beaucoup de restrictions de rassemblement en France. C'est pour ça que la mobilisation, elle était à Genève. Et en fait, vu des contraintes logistiques qu'il pouvait y avoir, et aussi, comme je disais, pour ouvrir au plus de personnes possible, on s'est dit, pourquoi pas investir Twitch ?
Et en vrai, c'est grâce à toi aussi, parce que tu nous as permis de venir sur ta chaîne, donc c'est cool et merci beaucoup. Bah, merci d'avoir proposé. Moi, franchement, je suis honoré d'être ici. Un contre G7, c'est quand même du sérieux. De toute façon, voilà, ceux qui me suivent depuis longtemps, effectivement, le setup est un peu différent d'habitude. Donc, merci beaucoup pour l'invitation. Je suis très, très content de cette collaboration. C'est écrit en haut à droite, non, de l'autre côté. Terre solidaire X Ribot dans la sauce. Donc trop, trop cool. Super. Bon, bah, je vous propose de passer directement au premier talk. De toute façon, Anouk, tu vas revenir un tout petit peu plus tard. Premier talk qu'on va faire en 2 parties. Et donc, quelqu'un le disait dans le chat, quelqu'un le disait, alors je sais plus, ça parlait de TPK. Voilà, incroyable, j'ai cru comprendre que le BG TPK serait de la partie. Et effectivement, parce qu'on va accueillir des ONG, mais on va aussi accueillir des streamers et des personnes dans le milieu, quoi, on va dire, histoire de être un petit peu inclusif, ne pas avoir que des spécialistes et avoir ce côté un petit peu contre G7, comme tu l'expliquais très bien. Et donc, du coup, pour notre premier talk, la France dans le G7, 10 ans de promesses non tenues, point d'interrogation. J'imagine que, le point d'interrogation, on se doute un peu de la réponse. On va accueillir TPK, Robin et Fanny pour ce premier talk. À tout à l'heure. Bravo. Applaudissez le chat, applaudissez. Bravo, bravo. Alors, mon oreillette, je suis pas habitué. Bonjour, bonjour. Elle se fait un peu la malle. Bonjour TPK. Ça va? Comment ça va? Ça va très bien et toi? Oui, tout va très très bien. 40 000 degrés dehors, donc je suis extrêmement content. Ouais. Puisque je suis un fervent défenseur guerrier au Templier de la Team été. Tout va bien. Ok. Peut-être un peu trop climatisé ici, si je puis me permettre. Ah ouais, à ce point-là? Si je puis me permettre. Je suis pas d'accord avec toi. Un premier désaccord. Très bien. Moi, je suis plutôt team mi-saison personnellement, mais bon, chacun ses goûts. Est-ce que tu peux te présenter rapidement, TPK? Oui, je m'appelle Antoine, mon pseudo TPK. Je suis streamer et vidéaste sur Internet. Je parle de jeux vidéo globalement. Ma spécialité, c'est les jeux de combat, donc Street Fighter, Tekken, Dragon Ball, Smash Bros. On va pas tous les citer. Et voilà. Et donc je suis sur Internet depuis quelques années maintenant. Ok. Tu es un amateur de Beyblade, si tu pas de bêtises. Amateur des rares en France. Beyblade, amateur de Wings également, beaucoup. Yes. J'ai l'occasion de me cosplayer en Bloom régulièrement et je sais d'ailleurs faire mon make-up tout seul désormais. Voilà, tout va bien, dans le meilleur des mondes. Voilà, 31 ans hier. Ok. Bravo. Ah, joyeux anniversaire. Merci. Trop bien, trop bien. Ok. Romain, est-ce que tu peux... Non, Fanny, pardon. Excuse-moi. Ok, Ça commence. tu vois, on se ressemble Ça tellement, commence. a priori. Non, excusez-moi. Fanny, c'était l'ordre différent, vous n'avez pas respecté l'ordre du pardon, directeur. désolée. Non, mais il n'y a pas d'ordre. En réalité, Fanny, est-ce que tu peux te présenter et présenter 350.org, du coup, l'ONG que tu représentes ce soir? Avec plaisir. Déjà, merci au CCFD pour l'invitation. Donc, je m'appelle Fanny. Je travaille pour une asso, donc 350, qui est une association de mobilisation citoyenne sur le climat. Nous, notre travail, en gros, c'est de tout faire pour faire tourner, en gros, au monde la page des énergies fossiles, notamment en s'attaquant à leur porte-monnaie et aux super profits qui coulent à flot en ce moment dans les poches de Total Energy, de Shell, etc. Et surtout d'accélérer la transition vers les énergies renouvelables en s'assurant que ce soit vraiment une transition qui soit accompagnée et qui en fait bénéficie à tout le monde, qui soit pas quelque chose de punitif comme souvent c'est présenté, mais vraiment quelque chose qui répond aux demandes sociales. Voilà. Ok, d'accord. C'est vrai que l'écologie, ça sera un des grands sujets de ce soir. Donc on a 4 talks. Ce premier talk, on va plutôt parler de la place de la France, les promesses non tenues de Manu Max en personne. Ça sera plus sur le talk 3 et 4 qu'on va vraiment se concentrer sur l'écologie, mais ça sera quand même un des fils rouges, évidemment, de cette rencontre. Robin, du coup, c'est bien toi Robin, cette fois-ci je ne me trompe pas. Toi tu représentes la CCFD Terre Solidaire, est-ce que tu peux te présenter? Et puis on a déjà présenté un petit peu la CCFD, mais voilà. Ouais, et déjà merci, et très content d'être ici, et salutations aussi à tous les gens qui nous suivent. Du coup, moi je suis directeur adjoint du plaidoyer, donc le plaidoyer c'est en gros la manière d'essayer d'influencer les décideurs politiques, les décideurs économiques pour, dans notre cas, pour l'intérêt général. Donc le CCFD Terre Solidaire, on est une ONG de solidarité internationale, donc on porte des enjeux de relations nord-sud qui soient beaucoup plus équilibrées, d'une meilleure répartition des richesses aussi à l'échelle planétaire. Et la spécificité du plaidoyer du CCFD Terre Solidaire aussi, c'est essayer de porter une vision réellement de changement structurel, pas juste des petits changements à court terme, mais réellement essayer de changer les règles du jeu à l'échelle planétaire. Ok, bon, trop bien, un super programme. Alors, on va commencer en parlant déjà un petit peu du G7. Ça sera aussi un petit peu le sujet de ce premier talk, avant d'en venir aux promesses de la France contenues dans le G7. Déjà, expliquer un petit peu le G7, son histoire, son rôle politique et son rôle économique. Est-ce que quelqu'un est chaud pour se lancer là-dessus et réexpliquer un petit peu ce que c'est que le G7? Allez, je me lance. Ouais. Le G7, donc, comme son nom l'indique, c'est un groupe de 7 pays. Ça a été initié dans les années 70, un moment de crise économique, crise pétrolière, etc. Ça a été à l'initiative de la France, à l'époque, du président Valéry Giscard d'Estaing, qui propose de réunir, du coup, à l'époque, les 6 plus grandes puissances économiques. Le Canada arrivera après et formera le G7.
et s'impose un peu comme un gouvernement du monde, on va dire. Ok. À l'époque, le G7, c'est 60% du PIB mondial, c'est plus de la moitié du commerce mondial, etc. Et donc, du coup, cherche effectivement à organiser les règles économiques, notamment de la gouvernance mondiale. Et ça a fonctionné comme ça pendant de nombreuses années. Et sur des enjeux aussi plus de solidarité avec les pays du Sud, c'est un espace qui a aussi eu des initiatives importantes dans l'histoire, notamment au tournant des années 2000, c'est le G7 qui a pris aussi l'initiative d'annulation massive de dettes. Ok. Il y a eu aussi des initiatives pour remobiliser des financements pour les pays du Sud contre la pauvreté. Ça a été aussi le lancement d'initiatives contre, par exemple, le VIH-Sida ou le paludisme, etc. Mais c'est un groupe qui, au fil des ans, alors c'est un groupe qui a toujours été critiqué parce qu'en fait, pourquoi ces 7 pays décident seuls dans leur coin de l'organisation du monde. Et puis c'est un groupe en fait qui a eu de moins en moins d'importance économique et politique. Et donc du coup, notamment quand il y a eu les grandes crises financières en 2008, c'est le G20 qui a aussi émergé parce qu'on était à un moment où d'autres puissances dans le monde se mettaient en place. Il va y avoir quelles puissances, par exemple, qui sont dans le G20, mais pas dans le G7 de pays La Chine, le ouais, Brésil, ok. l'Inde, ces pays-là, Ok. les grands émergents à l'heure actuelle. Mais fondamentalement, la question que ça pose, c'est surtout comment les règles internationales doivent être gérées. On a un G7. Moi, j'aime bien parler aussi du G186, c'est-à-dire Ok. les 186 autres pays qui ne sont pas autour de la table et qui comptent. Et ça, c'est une voix qui aujourd'hui est de plus en plus présente et que nous, au CCF Terre Solidaire, on essaye de relayer au maximum. Ok, ok. Oui, les 186 pays qu'on appelle finalement la Terre, hein, tout simplement. Exactement. D'où Terre solidaire. Ok, ok, ok. Ça marche. Alors, parce que, ouais. Juste pour enchaîner sur ce que Robin disait, en fait, c'est un forum qui a vraiment perdu vraiment de sa légitimité au fur et à mesure des années, parce que là, au début, c'était 70% du PIB mondial, après, c'est devenu maintenant que 40%, par exemple. Et en fait, on a l'impression que c'est le vieux monde qui résiste. C'est ces puissances qui ont pris à un moment les rênes de la politique étrangère, la politique économique, et qui, en fait, veulent se garder ce pouvoir-là. En fait, le truc, c'est que le G7, ils se rencontrent tous les ans, ils font leur sommet, ils font des déclarations, mais ils n'auront à rendre de compte à personne. C'est-à-dire que s'ils font ce sur quoi ils sont engagés, très bien, mais s'ils ne le font pas, il y a zéro contrainte, il n'y a pas de punition, il n'y a pas d'amende, il n'y a rien du tout. Donc, on a souvent des belles photos de famille, mais souvent c'est très, très creux. Et comme on le voit cette année, quand il y a un invité comme Donald Trump autour de la table, on a des pays en fait qui s'abaissent, qui vont chercher le plus petit dénominateur commun. Et le fameux Emmanuel Macron du Make Our Planet Great Again en 2017, quand il s'opposait à Trump, qui sortait de l'accord de Paris, là, il n'y a plus personne. Il s'est vraiment est complètement effacé. Et je trouvais qu'on en parlait tout à l'heure avant de rentrer en plateau, c'est Donald Trump qui arrive tout à l'heure et qui dit, qui est arrivé au G7, pardon, et qui dit I'm the boss. Et tout le monde rigole, mais dans un sourire hyper gênant. Mais en fait, voilà, il tient les rênes du monde. Et finalement, là, on a des résultats du G7 qui sont, il s'est rien passé d'intéressant en fait. D'accord, c'est même pas des promesses non tenues, c'est qu'il n'y a même pas de promesses. Là, il n'y a rien sur la table en termes de réponse à la crise énergétique, de réponse à la crise de la dette, les enjeux climatiques. Là, on va avoir notre deuxième vague de chaleur en France alors qu'on est à peine mi-juin. On n'a pas eu le droit de parler de climat pour pas fâcher Trump. Enfin, c'est du délire complet, quoi. Fanny et moi, on est un peu des vieux de la vieille. On était déjà en 2019 quand il y avait eu le précédent G7 en France. D'accord. Et l'évolution, en l'espace de 7 ans, elle est dramatique. C'est-à-dire, au moins en 2019, il n'y avait pas non plus à ce point des sujets tabous. Aujourd'hui, clairement, pour pas fâcher le président états-unien, il ne faut pas parler climat, il ne faut pas parler genre. C'est quoi 2 jours avant le G7, on a eu le premier trillionnaire de l'histoire, Oui, Elon Musk. Elon Musk, ouais. La question de la concentration extrême des richesses et des inégalités, c'est pas un sujet pour le G7. Ok. Et c'est quand même dingue. Ouais, oui. Je me joins totalement à votre analyse là-dessus. Justement, moi, une question qui me vient immédiatement en tête, c'est est-ce que c'était déjà comme ça pendant le premier mandat de Donald Trump? Parce qu'il me semble que Trump, sur son premier mandat, a été extrêmement loquace sur, on va dire, ses ambitions à la baisse au niveau de la crise climatique. Il est rentré dans le mandat coup de pied dans la porte en disant bon, moi, les 2-3 mecs là qui se douchent dans le sable, etc., ça m'intéresse pas, en prenant de haut absolument tous les gens qui avaient des engagements écologiques, ne serait-ce que tangibles. Est-ce que c'était déjà comme ça au premier mandat ou est-ce que c'est surtout renforcé sur ce deuxième mandat?
En fait, c'est pas tellement Trump qui a changé, c'est l'attitude des autres dirigeants autour de lui. D'accord. Et en fait, quand cette année, en fait, on regardait les déclarations 2017, 2018, 2019 des G7, que ce soit la France, le Canada, l'Italie, ils avaient toujours trouvé des portes de sortie pour parler climat. C'était par exemple une déclaration du G6. Donc, on parle du climat, mais sans les US. Ok. Ou alors, on le met dans la déclaration de l'ensemble des pays, mais le paragraphe sur le climat, on liste tous les pays sauf les États-Unis. Là, on décide de carrément pas en parler. Et moi, ce qui m'a vraiment foutu en rogne, c'est qu'il y a quelques mois, du coup, j'étais à la COP30 à Belém, et on a la ministre française de la transition écologique qui est là. Elle a 2 doigts de claquer la porte du sommet. Est-ce que tu peux rappeler son nom parce qu'on Elle se s'appelle souvient même Monique, plus des ministres. de la Monique transition. Barbu. Ok, bah inconnu au bataillon. quoi. Et donc, C'est Monique un- Barbu fait un espèce de d'esclandre dans les médias français en disant on va claquer la porte des négociations climat parce qu'il n'y a rien sur les énergies fossiles. Donc, voilà, on a cette espèce d'énervement. 1 mois et demi après, la France prend les rênes du G7, donc processus international avec les plus grandes puissances autour de la table. Et là, décision de ne pas parler d'énergie fossile, d'énergie renouvelable, on parle de rien. Alors évidemment, la crise énergétique a fait qu'ils ont été obligés d'en parler, mais l'incohérence de la France et en fait vraiment le côté on se moque de notre de notre réputation. Ce qui importe, c'est d'avoir tout le monde autour de la table, y compris Trump. Donc moi, c'est vraiment Trump n'a pas changé, mais c'est autour de lui en fait un manque total d'ambition de leadership. Ok. Alors, je t'interromps juste, tu allais prendre la parole, mais pour remercier Antoine Léaumont. Alors, il y a eu plusieurs aides, mais il y a Antoine Léaumont, donc député de la France Insoumise, qui nous a raid avec 339 viewers. Merci beaucoup, Antoine. D'ailleurs, on a parlé de toi ce matin dans notre émission à l'UMA, en bien. T'inquiète pas, on a parlé de communication politique, donc voilà. Je profite pour le dire, mais vas-y, TPK, t'allais dire quelque chose. Déjà, c'est un Antoine, donc c'est évidemment quelqu'un de très très bien. Et voilà, déjà, dans un exactement. premier temps. Dans un second temps, est-ce qu'on n'est pas aussi, vu qu'on est sur une fin de mandat d'Emmanuel Macron, qui globalement fait profil bas, de ce que je comprends de mon analyse de profane, j'ai quand même l'impression que c'est quelqu'un qui fait profil bas et qui essaye de moins faire de bruit possible pour prendre la porte de sortie tranquillement et préparer l'après, s'il doit y avoir un après, à Ambition horizon européenne, 2032, peut-être, voilà, ce les genre de ambitions choses, européennes, etc. Est-ce que c'est pas aussi ça, finalement, la stratégie d'Emmanuel Macron aujourd'hui, c'est de se dire pourquoi j'irais challenger Donald Trump sur des sujets qui l'embarrassent alors qu'il me reste globalement là 8 mois à faire et après, hop, je m'en vais, quoi. Je sais pas. Je pense que ça a toujours été un peu la stratégie quand même de la France depuis 2017, quoi, depuis l'arrivée de Donald Trump. Déjà sur le premier mandat, on lui a déroulé le grand tapis, on l'a fait le dîner à la Tour Eiffel, l'invitation au 14 juillet, etc. Donc je pense que la stratégie quand même d'Emmanuel Macron depuis le début, ça a toujours été de le charmer. Mais là, on pousse effectivement à un seuil un peu plus et qu'on se fait quand même un peu humilier. Et on continue à l'inviter ce soir au château de Versailles pour faire un grand dîner. Après, sur le... Anniversaire, après, faut bien être sympa avec lui quand même. C'est Peut-être vrai. 80 ans, balais, quand même. malgré tout. Je crois que c'est surtout pour les 250 ans de l'indépendance des États-Unis. Ah bon Oui. Bon, non, clairement pas. Après, j'ai une petite analyse un petit peu différente de Fanny sur la question de Trump. Je pense que entre le premier et le deuxième mandat, il y a quand même une différence. Je pense que Trump, fondamentalement, n'a pas changé, mais il est beaucoup plus préparé, en fait, pour son second mandat par rapport au premier. Et là, on l'a vu, en fait, une des premières décisions qu'il a prises, ça a été de suspendre totalement l'aide internationale américaine, sortir de l'accord de Paris, de sortir d'un certain nombre d'organisations internationales, etc. On le voit aussi là cette année avec les guerres dans tous les côtés, etc. Donc il y a une préparation qui est quand même différente et c'est ça qui est assez inquiétant. Parce qu'en fait, face à des États-Unis et un Donald Trump qui effectivement est un peu un bulldozer, en fait, en face, on n'arrête pas grand-chose. Et on n'a même pas non plus un peu le courage politique de pouvoir, à minima, dire les choses qui devraient être dites. Moi, ce que je trouve assez fou avec Macron, c'est que là, du coup, il fait vraiment le larbin de Trump totalement. Vraiment, il se plie à ses moindres volontés, ça donne vraiment cette impression. Alors qu'il y a 6 mois, avec, déjà, le kidnapping de Maduro au Venezuela et surtout les menaces sur le Groenland, là, Macron, il a commencé un peu à bander les muscles, à mettre ses lunettes aviator, et à dire « Oh, faut chaud, on va commencer à faire les malins », et puis un peu ne pas se laisser faire par Trump, parce qu'il commence à parler du Groenland, quoi. Donc vraiment, il a fait toute une communication un petit peu anti-Trump, à dire l'Europe doit se montrer forte et ne pas être le larbin de Trump. Tout ça pour que le G7 derrière, il se comporte effectivement comme un larbin, quoi.
En fait, je pense que l'analyse aussi que nous on fait sur ces questions liées au G7, qui sont en fait très liées sur des questions d'économie mondiale, c'est qu'au final, les intérêts français sous une présidence d'Emmanuel Macron et les intérêts états-uniens ne sont pas si différents. Ce qu'expliquait tout à l'heure Fanny, c'est qu'en final, le G7, c'est quand même un club de pays qui en fait gouvernent l'économie mondiale depuis tout le temps, ont mis en place au fil des ans, et notamment au courant du XXe siècle, un système économique qui fonctionne pour leurs intérêts. Ils n'ont aucun intérêt en fait à changer les règles du jeu. Et c'est bien ça le problème. Alors que pourtant, la responsabilité du G7, elle est énorme. Le G7, ça concentre à peu près, c'est la moitié des milliardaires du monde. C'est plus de 70% des exportations d'armes dans le monde. C'est à peu près la moitié du monde qui a été colonisé par les pays du G7, etc. Donc on a une responsabilité majeure. Mais en fait, on se retrouve très bien sous une France d'Emmanuel Macron à maintenir effectivement ces règles qui nous bénéficient. Mais le problème, ce que nous on porte comme message, c'est qu'en fait, ça ne bénéficie pas en fait à l'immense majorité de la population mondiale, notamment aux pays du Sud. Qu'en fait, aujourd'hui, le G7 de cette année ne veut même pas regarder en face les vraies problématiques. Et c'est bien ça aussi le problème, c'est que l'agenda a été mis sous les déséquilibres économiques mondiaux. Mais en fait, nous, on liste plein de déséquilibres qui ne sont pas abordés en fait, pendant ces G7. La concentration extrême des richesses, une crise de surendettement dans les pays du Sud, une injustice fiscale qui fait que l'évasion fiscale, c'est des centaines de milliards tous les ans qui sont perdus par les pays du monde, les super profits, etc. Et c'est bien ça la problématique, c'est que ça, la France, ça lui va très bien aussi de ne pas regarder et du coup de trouver l'excuse de Donald Trump pour justement ne rien faire sur ces sujets. D'accord. Ça d'ailleurs, c'est ce qu'on va parler un petit peu en deuxième partie de talk, à quel point Macron, c'est un espèce d'hypocrite, et la France est assez hypocrite sur les questions de fiscalité. On y reviendra un petit peu plus tard, quoi. Alors du coup, est-ce que vous avez d'autres choses à dire en particulier, peut-être sur le G7 et sur en quoi peut-être le G7 de cette année est particulier? On a beaucoup parlé de Trump, est-ce qu'il y a d'autres choses que vous vouliez évoquer, ou TPK peut-être? Moi, c'était, on va dire, dans ce contexte, parce que alors, c'est le premier G7 de Trump depuis son deuxième mandat, pour l'interrogation. C'est le premier. C'est le deuxième, pardon. Il y avait le Canada la dernière. Bien sûr, bien sûr. Le Canada, pardon, où il est parti après le premier jour. Ouais. Il n'était pas content, donc il est parti en plein milieu du sommet. Il m'avait semblé que c'était quelque chose comme ça, effectivement. C'est quoi la réponse des pays qui sont en dehors du G7 quand ils ont vu ce G7 se dérouler? Est-ce qu'il y a une réponse, on va dire, diplomatique, il n'est pas question d'autre chose. Est-ce qu'il y a eu une analyse qui a été faite par exemple, des pays comme la Chine, l'Inde, la Russie, etc., qui ont vu ce G7? Est-ce qu'ils se sont exprimés parce qu'effectivement, je pense que aussi, ça les concerne évidemment, puisque comment dire, mince, j'ai oublié le terme, en tout cas le fait d'être interdépendant entre pays fait que les pays comme la Chine vont avoir une analyse quand même assez intéressante et complète à faire sur le G7. Quoi. Ils ont des intérêts aussi à ce qu'au G7 il se passe des bonnes choses. Est-ce qu'il y a déjà une analyse de fait de ces pays-là? Oui. La question était très longue. La Chine qui en passe de devenir la première puissance mondiale en plus. Donc j'imagine un G7 sans la Chine, est-ce que c'est encore logique aujourd'hui? C'est une question subsidiaire. Après, il existe d'autres espaces comme le G20 ou la Chine, etc. Nous, ce qu'on entend beaucoup dans notre travail, où on est en contact avec du coup, les sociétés civiles des pays du Sud, en Amérique latine, en Afrique, en Asie, etc., c'est qu'il y a une analyse en fait de nombreux pays au Sud. Et je dirais au Sud de manière plurielle, parce que je pense qu'il y a des Suds plus qu'un Sud, qui est clairement de dire, en fait, aujourd'hui, on en a marre de ces espaces, soi-disant multilatéraux, mais qui ne sont pas réellement multilatéraux, où en fait, on fixe des règles sans nous prendre en considération. Que la plupart, en fait, des règles qui gouvernent le système économique international, ils ont été mises en place après la Seconde Guerre mondiale. Et beaucoup de ces pays disent, en fait, on n'était même pas indépendants à cette époque. Donc en fait, vous avez mis en place un système économique international dans lequel nous n'existions même pas, on n'était pas autour de la table. Et en fait, ce système ne fonctionne plus. Il y a une mauvaise répartition des richesses. Nos besoins de financement pour le développement, mais aussi pour la transition climatique, en fait, on n'y est pas. Donc en fait, il y a besoin de refonder des règles internationales, mais qu'on soit autour de la table. Donc il y a un regard finalement très critique de ces G7. Alors, pour essayer de se légitimer, Emmanuel Macron a invité Lula ou Narendra Modi, le Premier ministre indien, etc. Mais en fait, ça ne cache pas... c'est vraiment... comment dire, ça ne cache pas en fait la réalité du problème qui est beaucoup plus structurel. Et en fait, au bout d'un moment, ça ne tient pas. Et en fait, on n'est plus dans ce monde-là, comme dit aussi Fanny tout à l'heure.
Et c'est vrai que même si, du coup, des forums qui existent, notamment de l'ONU, où il y a du coup tous les 200 pays de la planète autour de la table, on génère souvent des progrès qui sont assez lents. En fait, ils sont hyper importants. Enfin, moi, ça fait bientôt 10 ans que je fais les négociations internationales sur le climat. C'est vraiment clé, en fait, d'avoir une représentation du Zimbabwe, du Vietnam, de savoir qu'un pays égale un vote. Alors, on ne va pas se mentir en termes d'influence, de pouvoir. Il y a des pays effectivement du Nord qui ont énormément de pouvoir, mais ce qu'on voit, c'est que dans ces négos, on parle du G77 qui, en fait, le dit assez mal, mais en fait, c'est 135 pays qui vont aussi bien des pays les moins avancés, donc les pays les plus pauvres, que ce soit en Afrique, dans le Pacifique, mais aussi des pays émergents comme la Chine, les Émirats, etc., le Brésil. Et en fait, ensemble, ils arrivent à bouger des montagnes en fait dans les négos. Ils arrivent à faire reconnaître des sujets, notamment sur les impacts irréversibles du changement climatique. Et ça, en fait, on l'a pas avec le G7, parce que le G7 veut garder la main, je vous en parlais aussi plus tard dans la soirée, notamment sur les enjeux aussi de taxation. Et en fait, ça les arrange bien, notamment la France, que ces discussions, elles restent ici, en France, en Europe, avec les États-Unis. Comme ça, on s'assure que c'est des règles qui fonctionnent pour nous. Et en fait, notre message pour nous, c'est de dire, ça peut, en fait, il faut que ça marche, et il faut que le G7 arrête d'exister en tant que tel. Ok. Parce qu'il est franchement toxique. D'accord, il y a tellement rien à attendre du G7, qu'il faut carrément supprimer le concept, parce que déjà c'est un concept suranné qui, comme tu l'expliquais, correspond à la fin de la Seconde Guerre mondiale, qui correspond à une période coloniale de l'histoire en plus, hein, c'était avant toutes ces phases de décolonisation, l'après-Seconde Guerre mondiale, et c'est vraiment, c'est un logiciel qui est totalement dépassé, et donc c'est même pas en mode il faut réformer de l'intérieur le G7 pour qu'il puisse enfin servir à quelque chose, non, c'est le G7, ça dégage quoi en gros. En fait là, quand on voit, il y a une énorme crise énergétique à laquelle on fait face en ce moment, crise climatique, on a des responsables qui sont évidents, c'est toutes les multinationales fossiles. Et là, en fait, on ressort de ce sommet. Il n'y a rien qui a été mis en place pour les mettre hors d'état de nuire, quoi. On ne va pas taxer leurs profits. Il n'y a pas d'engagement de la part des pays du G7 de sortir de la dépendance aux énergies fossiles. Mais on se dit, mais en fait, vous avez complètement loupé le truc, quoi. C'est l'enjeu du moment. Il y a des tas de gens qui n'arrivent plus à chauffer, à payer leurs factures d'énergie, notamment pour se protéger face à la chaleur, qui n'arrivent plus à payer leurs courses alimentaires à cause de l'explosion des prix. Et en fait, ce sommet est complètement déconnecté. Donc je ne vois pas même comment une réforme permettrait de le rendre plus pertinent. D'accord. Pour moi, c'est un peu un groupe de pompiers pyromanes. C'est-à-dire, en fait, c'est quand même eux, ces dirigeants qui ont mis en place un système qui nous emmène dans le mur, notamment climatiquement parlant, qui endette des pays au point qu'en fait, aujourd'hui, on a 3,4 milliards de personnes sur la planète qui vivent dans des pays qui dépensent plus d'argent pour rembourser leurs dettes que pour la santé ou l'éducation. Donc en fait, on ne va pas attendre qu'eux nous donnent les solutions des problèmes qu'eux-mêmes ont causés. Donc il y a réellement besoin de sortir de ce système et de repenser un système économique mondial de manière beaucoup plus juste et beaucoup plus inclusive, beaucoup plus démocratique, et y compris avec la société civile, les sociétés civiles. Parce que c'est aussi un des éléments, une leçon de cette année, c'est à quel point la France a eu un dialogue extrêmement pauvre en fait, avec la société civile. On n'a eu aucune rencontre de haut niveau avec les représentants français. Et le message qui est envoyé, c'est clairement, on va continuer à faire nos affaires de notre côté et à s'entêter. Et moi, j'ai envie de leur dire, entêtez-vous, nous, on va continuer à pousser dans d'autres espaces. Évidemment. On a convié Emmanuel Macron là, avec nous ce soir, parce qu'il s'est quand même fendu, t'es dur, parce qu'il s'est quand même fendu d'une invitation à l'Élysée, quelques invitations triées sur le volet mercredi dernier, un truc mis en scène à l'américaine, où du coup, il a accueilli des représentants de la société civile, des organisations de défense des droits des femmes, de la jeunesse et tout. Qu'est-ce qu'il appelle la société civile, Macron? Parce que quand on parlait de la société civile pour ses députés en 2017, la moitié, c'était des gars sortis d'écoles de commerce, de grandes écoles de commerce, et qui étaient dans des conseils d'administration d'entreprises. C'était censé représenter la société. Là, en fait, il est pris sur le volet, effectivement. Là, il y avait différents groupes d'engagement, et pour le coup, il y avait des collègues à nous, donc on sait qu'il y avait quand même des gens qui étaient pertinents. Alors, il n'y avait pas que ça, mais en fait, il a fallu qu'entre ce moment-là et le matin, on avait fait une conférence de presse, du coup, avec plusieurs collègues pour mentionner le fait que, par exemple, pour la première fois, on n'avait pas accès en fait à l'enceinte du G7, notamment l'espace pour les médias, où normalement la société civile, donc les assos, on peut y aller. Et bizarrement, vu qu'on a fait du bruit, là, il a sorti quand même une dizaine d'invitations, ce qui est franchement pas grand-chose. Ce qui fait qu'il y a des gens qui ont réussi à s'organiser à la dernière minute, mais c'était quand même vraiment galère. C'était un peu pour sauver la face, mais c'est pour dire à quel point vraiment
En fait, il n'y avait pas du tout envie de nous entendre. Le dernier G7, on fait un peu les vieux de la vieille avec Robin, mais on avait l'occasion de rencontrer les ministres des autres pays à chacune des ministérielles. Genre sur le climat, sur le genre, sur les enjeux finances. Cette année, c'était même pas la peine d'y penser, en fait. D'accord. Donc, avant, ça servait pas à grand-chose, mais au moins, ils faisaient semblant. Il y avait une façade, et là, la façade... C'est à peu près ça. dégage, quoi. Ok. Bon. Alors, on va passer à la phase d'après. Il va y avoir pas mal d'invités qui vont s'enchaîner aujourd'hui. Donc là, on a Nathalie qui va nous rejoindre. Nathalie qui sera en ligne. Il y a quelques invités qui seront en ligne, en visio avec nous. Et Robin, est-ce que tu peux... Alors, Robin, je vais lire mon truc. C'est moi, je peux la présenter. Tu peux la présenter. Ouais. Et ensuite, je vais demander à Robin et Fanny de, un peu plus tard, quitter le plateau, mais après l'intervention de Nathalie. Super. Voilà. Donc, vous pouvez rester encore un petit peu. Voilà, ça va prendre une dizaine de minutes. Et ensuite, on passera à la phase suivante du premier talk, où là, on va plus se concentrer justement sur Macron et sur comment Macron, en fait, se fout de la gueule du monde à l'échelle de la France, notamment. Voilà. Hola Nathalie. Du coup, Nathalie, c'est Nathalie Béguin qui est coprésidente de Latindad. Latindad, c'est un réseau latino-américain et caribéen qui travaille sur les questions justement de dette, de fiscalité internationale. C'est un partenaire historique du CCFD Terre Solidaire, avec lesquels on travaille, dans lesquels on se retrouve notamment dans des négociations en ce moment aux Nations Unies pour avoir une convention fiscale internationale. Et du coup, Nathalie était il n'y a pas très longtemps à Paris, où on l'a reçue en début d'année, et on est très ravis de l'avoir avec nous. Ok, alors, bonjour Nathalie. Alors, est-ce que tu peux justement nous parler un petit peu de ton association? Qu'est-ce que tu fais plus en détail? Et c'est quoi un petit peu l'objectif, votre objectif à vous? Eh bien, donc, moi, je suis en fait coprésidente d'une organisation brésilienne qui fait partie du réseau que Robin a si bien décrit, qui s'appelle Latindad, qui est un réseau qui a une trentaine d'organisations de toute l'Amérique latine. Et notre objectif, c'est de lutter pour la justice économique, justice sociale et justice climatique. Ok, bah d'accord. Alors c'est toute l'Amérique latine et surtout on revient à Trump un petit peu, encore une fois, on revient toujours à Trump en ce moment, hein. C'est assez horrible, mais bon, espérons que ça ne dure pas encore jusqu'à l'éternité. Mais on en revient à Trump parce que Trump, justement, par rapport à l'Amérique latine, lui, il a vraiment décidé de renouer avec la doctrine historique des États-Unis. Je crois que c'est la doctrine Monroe, si je ne dis pas de bêtises. Et vraiment, il a pour objectif, d'un point de vue totalement impérialiste et colonial, de faire de l'Amérique du Sud. Il dit, c'est mon hémisphère. Voilà, c'est notre zone de contrôle. En gros, l'Amérique du Sud, c'est un peu notre jardin. Ça peut être notre fournisseur en matières premières. Il essaye en plus de placer un petit peu ses larbins à droite à gauche, comme par exemple Javier Milei en Argentine. Donc j'imagine que vous avez du pain sur la planche en ce moment avec Trump, quoi. Oui, c'est terrible. Donc, ils ont envahi le Venezuela, comme vous savez, c'est la première fois que ça s'est passé en Amérique latine. Ils sont en train de faire des choses terribles avec Cuba, avec l'embargo, les Cubains sont littéralement dans l'obscurité, puisqu'ils ont presque plus d'énergie et ils ont vraiment faim. Et maintenant, ils viennent de lancer une information disant que 2 organisations au Brésil sont considérées terroristes, donc ils peuvent envahir en principe le Brésil à n'importe quel moment, comme ils ont fait avec le Venezuela. Donc, c'est vraiment assez effrayant, tout ça. D'accord. Donc là, il y a des associations liées à Latindad qui pourraient être classées ou d'ores et déjà classées comme organisations terroristes. Non. Okay. Non, ce sont des organisations au Brésil assez violentes, vraiment criminelles, mais pas terroristes. Et surtout, le problème, c'est comme il a fait au Venezuela. Il déclare qu'une organisation est terroriste, ça lui permet de faire un peu ce qu'il veut sans que ça passe par le Congrès américain. Donc, c'est ça qui est assez effrayant. Les organisations sont des organisations violentes, rien à voir avec Latindad, ce sont vraiment des organisations, mais ça ne justifie pas qu'elles soient considérées comme le terrorisme international qui puisse permettre aux États-Unis de faire ce qu'ils veulent avec nous. Oui, évidemment. Alors, je tiens à préciser, là, c'est moi qui suis sur la caméra et c'est moi qui ai commencé à poser des questions. Évidemment, hein, tout le monde est libre sur le plateau de poser des questions. Le but, c'est que ça soit quelque chose aussi de l'ordre de la discussion et pas juste des interviews. Donc, si vous voulez continuer éventuellement, n'hésitez pas. Non, TPK peut-être Ouais, mais alors, vu qu'on vient de parler du G7 à l'instant, j'aimerais bien vous demander un petit peu comment vous vous positionnez justement et comment le bloc de l'Amérique latine, l'Amérique du Sud, se positionne face à ce G7. J'imagine qu'en plus, comme vous venez de le citer, avec notamment Cuba, notamment le Venezuela, il y a autant de sujets que le G7, j'imagine, n'ont pas envie de mentionner ou n'ont pas envie de citer. Vous vous positionnez comment par rapport à ça, vous, de votre côté, avec votre association et le G7? Quelle critique, quelle analyse vous en faites? Eh bien, tout à fait d'accord avec ce que Fanny et Robin ont dit juste avant.
Disons qu'il y a beaucoup de critiques de notre côté, mais il y a 3 grands groupes, et ça va ressembler très fort à ce que vous avez déjà dit. D'abord, pour nous, c'est un groupe qui n'est pas du tout légitime, ça a déjà été dit, parce que ce sont les grandes nations développées qui prennent des décisions qui affectent tout le monde, parce que s'ils prenaient des décisions qui n'affectaient que 7, ce serait bien, c'est un problème entre eux, mais ce n'est pas du tout ce qui se passe. Les résultats de ces décisions ont des impacts terribles sur le monde entier sans que ces personnes aient eu le droit de se manifester ou d'opiner. Ça, c'est une chose. Une autre, c'est déjà, ça a été dit aussi par Fanny Robin, c'est un groupe dépassé, déphasé, parce qu'aujourd'hui, les 7 grandes économies n'incluent pas ce G7. Par exemple, l'Italie et le Canada ne sont pas entre les 7 plus grandes économies, et l'Inde et la Chine y sont. Et on n'a jamais entendu une réflexion de la part du G7 d'inclure ces deux économies dans le groupe. Donc, c'est un groupe qui n'est même pas capable de se connecter aux grandes dynamiques géopolitiques globales. Il maintient ses origines en s'appelant les plus riches, et ils ne sont plus les plus riches, par exemple. Et un troisième argument aussi a été mentionné par Robin et Fanny, c'est qu'ils défendent les intérêts que du groupe. Ils ne s'intéressent absolument pas aux intérêts du Sud, et avec beaucoup d'hypocrisie. Monsieur le président Macron a dit qu'il défendait le multilatéralisme et une architecture globale inclusive, et ce n'est pas vrai. Ce qu'on voit le G7 faire dans des négociations fiscales, par exemple, où on participe très intensément avec CCFD Terre Solidaire, le comportement du G7 est terrible. Ce n'est pas du tout un comportement qui considère les intérêts du Sud. Donc, je suis tout à fait solidaire avec les critiques que Robin et Fanny ont fait. Et en plus, nous aussi, on critique le G20. Donc, ce n'est pas seulement le G7, c'est aussi le G20. Même le G20, c'est mieux que le G7, mais c'est toujours que 20 économies. Maintenant, c'est un peu plus, puisque l'Union africaine et l'Union européenne font partie du G20, mais c'est quelques économies par rapport, comme a dit Fanny, aux 200 pays dans le monde. Donc, nous défendons toujours que l'espace qui doit être utilisé pour négocier les destins de tous nous qui habitons sur la Terre, c'est les Nations Unies. Et toi, Nathalie, depuis Brasilia, depuis le Brésil, justement, et pour être un peu aussi dans une espérance, c'est quoi, toi, les autres espaces qui te donnent de l'espoir, les autres initiatives, justement, pour faire le contre-pied de ce G7 ? Du point de vue du multilatéralisme, ce sont les Nations Unies. Tout le monde est en train de critiquer, en train de dire que les Nations Unies ne marchent pas, que c'est un énorme éléphant lent et inefficace, sur quoi nous ne sommes pas d'accord, parce que c'est vrai que les Nations Unies ont des difficultés, mais ce n'est pas la faute des Nations Unies, c'est parce que les pays qui font partie des Nations Unies sont tous en crise financière, en crise démocratique, en crise énergétique, en crise climatique, et donc tout ça, ça a des répercussions sur les Nations Unies. Mais si on n'avait pas les Nations Unies aujourd'hui, je pense que la situation dans le monde serait pire, serait bien pire. Donc l'espace encore aujourd'hui légitime de négociation, ce sont vraiment les Nations Unies. Et il y a des histoires très intéressantes qui se passent là-bas et qui montrent que le monde est en train de changer positivement. Vous parliez que tout à l'heure, vous allez commenter les négociations fiscales, eh bien c'est à ça que je me réfère, parce que ce qui se passe dans les négociations fiscales au sein des Nations Unies, c'est vraiment très intéressant. Ok. Alors c'est vrai qu'on dit souvent que les Nations Unies, c'est un cadre qui a l'air beaucoup mieux pour réguler le monde, on va dire, à l'échelle de la Terre entière, plutôt que le G7 et ce genre de choses. Et après, on remarque aussi que malgré tout, et malgré les choses et les initiatives qui s'y passent, ils semblent assez impuissants à réguler les choses, quoi. Et donc ça, est-ce que c'est quelque chose auquel on réfléchit, vous réfléchissez à côté, avec la Team Date, peut-être comment plus précisément donner plus de pouvoir aux Nations Unies, et que justement tout ce qui se passe au sein de l'ONU puisse avoir impacté plus fortement, peut-être avec des mesures coercitives. C'est quelque chose qui est pensé de votre côté, ou est-ce que tu peux m'en dire quelque chose? Ah oui, les Nations Unies sont partie de nos réflexions quotidiennes, mais c'est très difficile parce que c'est une assemblée des pays, et les pays sont ce qu'ils sont. Donc, disons que c'est un espace horizontal où chaque pays a une voix, et ils doivent ensemble prendre des décisions, et c'est difficile d'avoir des coercions, avoir une instance supra-pays qui pourrait les obliger à
faire ce qu'ils n'ont pas envie de faire maintenant. Je pense que la force, c'est la force de la société civile, des médias, en poussant pour des processus plus démocratiques et inclusifs. Je sais que c'est très difficile dans les jours qui se passent, mais c'est le chemin. Je pense que vraiment soutenir les Nations Unies et au contraire de dire que c'est un espace qui est désuet ou qui est en extinction, et au contraire, je pense qu'il faut dire que c'est un espace central, un espace important, que c'est là où toutes les voix sont écoutées, presque toutes, parce que nous, de la société civile, on est relativement écoutés, mais pas beaucoup. On voudrait qu'on soit plus écoutés. Mais c'est encore ce qu'il y a de mieux. Disons, comme disait, je crois que c'était Churchill qui disait que la démocratie, c'est le pire des systèmes, mais c'est encore le meilleur qu'on a. Et je pense que les Nations Unies, c'est plus ou moins la même chose. C'est le pire espace de multilatéralisme, mais c'est encore le mieux. Ok. Alors, donc, je pense qu'on doit, et c'est vous, aux médias, de défendre aussi cet espace et pas de l'accuser constamment, parce que sinon, on le perdra. Ok. Alors, juste avant on va devoir avancer, mais juste avant de passer à la suite, Fanny, je crois que tu n'as pas trop pu poser de questions. Est-ce que tu as une question à poser avant de pouvoir passer à la deuxième partie du talk? Moi, c'est pas forcément une question, mais ce serait plus te demander, Nathalie, en voyant tout ce qui se passe en termes de prise de décision dans les espaces comme le G7 ou le G20, qu'est-ce qui ferait que, selon toi, en fait, on arriverait à redonner de l'espoir dans des processus politiques, démocratiques? Enfin, je pense aussi à ça parce qu'il y a les élections aussi qui auront lieu en France l'année prochaine. Et quand on voit en fait des chefs de l'État qui prennent la main sur des processus internationaux comme ceux-ci, puis qui en font pas grand-chose, comme la société civile, elle est quand même très vibrante, dynamique en Amérique latine. Vous êtes aussi passé par... Il y a des élections aussi au Brésil qui vont arriver. Comment on fait pour garder cet espoir, pour se battre contre des forces noires en face de nous? Ça, pour moi, j'aurais besoin de ce boost-là maintenant, de ta part. Mais je pense que nous, on est des militants. Donc, par définition, on doit toujours avoir de l'espoir et toujours être en mouvement, parce que sinon, on serait vraiment tous très déprimés. Mais non, il y a toujours des choses intéressantes qui se passent. Et comme je vous disais, par exemple, un exemple, et Robin en a parlé plus tôt, c'est sur ce qui se passe du point de vue fiscal aux Nations Unies. Donc, on avait des règles globales décidées par les pays riches au sein de l'OCDE, et tout à coup, les pays du Sud, on en a marre de règles qui ne font que nous faire du mal, et on veut changer ça. Et ils ont réussi à faire que les négociations fiscales se passent aux Nations Unies. Donc, c'est un super succès. Qui aurait dit ça 2, 3 ans, 4 ans auparavant? Donc, il y a des choses intéressantes qui se passent, même au climat, qui sont les espaces que tu circules. Il y a des choses intéressantes qui se passent. Finalement, l'agenda des combustibles fossiles, on dit en français, je ne sais plus comment, du pétrole, et voilà, c'est entré par la petite porte. C'est pas encore la grande porte, mais on y arrive tout doucement. Donc, on a déjà un processus qui s'est installé à Santa Marta pour essayer de s'éloigner de ces combustibles-là, énergétiques. Donc, il y a des choses intéressantes qui se passent. On a une société civile globale qui est très, très critiquée et très poursuivie, mais qui est forte encore, malgré tous les coups qu'elle reçoit des gouvernements et du manque de financement et tout ça. Mais on est là vibrant. Donc, il y a beaucoup de choses bonnes qui se passent, et je pense que c'est à ça qu'on doit s'accrocher et continuer nos luttes pour plus de justice climatique, fiscale, sociale, économique. Ok. Ouais, donc au final, cette réponse, qui est une réponse assez classique, mais parfois, c'est comme tu disais, hein, c'est le principe même d'être militant, c'est de ne pas perdre espoir, c'est de rester mobilisé. Voilà. Et parfois, il n'y a pas grand-chose à dire, à part on continue, le monde évolue, et le monde ne fait pas que évoluer dans le mauvais sens. Il y a toujours des motifs d'espoir à trouver. De toute façon, cette force militante, il faut la garder en nous et continuer à aller de l'avant, tout simplement. Parfois, voilà, les réponses les meilleures ne sont pas forcément les réponses les plus complexes, surtout quand on parle de militantisme et de mobilisation. Donc merci en tout cas à toi d'être venu. On va devoir passer à la suite. Merci beaucoup et merci d'avoir représenté la Merci beaucoup. Merci. Alors pour la suite. Merci. Au revoir.
Pour la suite, donc pour la deuxième partie du premier talk, c'est un peu compliqué, le talk est en 2 parties. Le premier talk est en 2 parties. Ah oui. Oui, le deuxième, Ah oui. le troisième et le quatrième talk Est en 7 parties. en une seule partie. En une seule Non, partie. après, ça redevient plus C'est simple. compliqué, 15. ces histoires. hein. Voilà, après, c'est tout simple. C'est juste le premier, voilà, histoire de commencer. Le talk, peut-être, moi, je suis moins à l'aise parce que je suis là, je commence, je suis en train de trouver mes repères sur le plateau, et ben c'est aussi Tu le plus t'en sors compliqué. très bien. C'est celui avec le plus de changements de plateau. Je m'en sors très bien. Tu t'en sors très bien. Riba. Bah écoute, TPK, tu Bravo. t'en sors très bien aussi. Merci Bravo. beaucoup. Je suis assez impressionné. C'est vrai Ouais. Ah bon, écoute, Ah, bravo. tout va bien. Alors ça va. La boule au ventre s'en est allée. Super. Ah, bah parfait. Bravo. Parfait. Bah moi aussi, figure-toi. C'est bon. Let's go. Mais du coup, on va faire un premier changement de plateau. Et Fanny et Robin, bah, je vais vous remercier d'être venus, d'avoir représenté Merci à vous deux. vos organisations respectives. TPK, tu vas rester un petit peu. Et là, on va accueillir Anouk, qu'on a déjà vu au début, qui va représenter aussi la CCFD Terre Solidaire. Donc là, on va un peu se poser la question de la CCFD Terre Solidaire, avec qui on organise cet événement. Quelles idées ils ont, quelles pistes ils ont pour pouvoir redistribuer les cartes, la redistribution des cartes qui est un discours cher à la CCFD. Donc, on va demander à Anouk de venir sur le plateau. Grand merci. Merci à Merci. vous deux. Merci à vous d'être passés. Et voilà. Et après, d'ailleurs, je t'annonce TPK pendant que Anouk arrive. Donc, on va faire un petit jeu ensemble. Voilà. Ah ouais. Ouais, on va faire un petit jeu. Pas tout de suite, on va attendre que Anouk revienne. Ça sera dans une dizaine de minutes, le temps de finir le premier talk. Heureux. Mais en fait, c'est quelque chose que j'ai pas précisé au début. On va faire des petits jeux entre chaque talk. Donc, il y aura 4 jeux en tout. Donc, je dis pas encore, mais ça va parler de Macron pour le deuxième jeu. Anouk, comment ça va depuis Bah, 40 minutes? Ça va encore mieux que tout à l'heure. Ah, C'était bah, trop bien. Let's go. Yes. Ouais, donc là maintenant, justement, on est parti un peu de ce constat, le constat que le G7, bon bah ça servait un peu à rien, et qu'on ferait mieux de le supprimer. Enfin, c'est pas que ça sert à rien, c'est que ça sert à faire du mal à la Terre, tout simplement, et que ça serait pas plus mal de s'en débarrasser totalement. Mais là, du coup, j'aimerais plutôt revenir sur un petit peu ce que vous proposez à la CCFD pour justement pouvoir redistribuer un petit peu les cartes, des pistes à la fois de réflexion, des pistes d'action, et notamment aussi pour les viewers, parler un petit peu de ça tous les trois. Oui, bah, carrément. En fait, je ne sais pas ce que vous pensez après avoir écouté un peu ce qui a été dit juste avant et si vous avez vu des images du G7. Nous, quand on voit ça, on a un peu l'impression que, en gros, tu as 7 puissants qui se sont retrouvés, qui font un peu leur truc dans leur coin, qui sont en train, en gros, un peu de jouer ensemble avec la marche du monde, quoi. Et qui jouent et qui gagnent. Pourquoi ils gagnent? Parce qu'en fait, c'est eux qui ont écrit les règles, donc c'est facile, finalement. C'est aussi des règles qui excluent la majorité des joueurs. C'est un peu ça notre discours. Et en fait, nous, on est là et on dit en fait, c'est pas un jeu. Enfin, clairement, c'est pas un jeu. Ce qui se passe aujourd'hui, il y a des vrais sujets. Je l'apprends à personne. Le changement climatique, l'explosion des inégalités. Il y a pas mal de crises quand même actuellement. Et voilà, on a ces petits rassemblements de 7 puissants qui parlent entre eux et qui incluent pas. Enfin, c'est un peu la conclusion de ce qui a été dit juste avant. Et du coup, nous, face à ça, on dit, nous aussi, on veut jouer, en fait. Nous aussi, on veut être là, on veut proposer des choses, on veut ouvrir des espaces démocratiques, c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc, c'est aussi pour ça qu'on fait qu'on crée ce genre d'espace. Et face aussi aux propositions que les puissances mondiales peuvent faire aujourd'hui, face aux crises qu'il peut y avoir, qui sont globalement des propositions d'austérité budgétaire. Nous, on dit, en fait, c'est pas la seule solution. Enfin, il y a un peu, je sais pas ce que vous en pensez, mais il y a un peu des discours où on a l'impression que c'est une fatalité. En fait, on va baisser la dépense publique parce qu'il n'y a plus d'argent. Oui, on n'a pas la le choix. France est le pays déjà le plus taxé du monde. Ça, c'est Voilà. vraiment le truc qui revient De tout le temps, quoi. l'OCDE. C'est ça, Champion exactement. du monde des prélèvements obligatoires, incroyable. Voilà. Et en fait, spoiler alert, on peut aussi agir sur les ressources, quoi. Enfin, il y a des ressources. Aujourd'hui, on est dans un moment où il y a eu le plus d'argent qui circule dans le monde, où il y a le plus de personnes riches et ultra riches. Donc en fait, il y a de l'argent, c'est juste que il n'est pas redistribué, quoi. Ouais, il est pas bon Et endroit. c'est ça, ce truc de redistribuant les cartes. C'est un peu, on est en train de jouer un jeu de société. Les cartes, elles ont été mal distribuées au départ. Enfin, Et du coup, c'est pas juste. On les prend, on les redistribue, on réécrit les règles parce que on en a marre, quoi. On reprend le pouvoir. Petit disclaimer, je tiens à m'excuser, j'ai mégenré le CCFD depuis tout à l'heure, je ne sais pas pourquoi, je dis la CCFD alors que c'est bien le CCFD, ça fait 2 fois qu'on me le dit à l'oreillette, j'ai manqué de professionnalisme. Je voyais que sur le chat, s'il disait non, t'inquiète Ribaud, le boss sur son fauteuil de boss, non, j'ai failli à ma mission, j'ai mégenré une ONG. C'est vrai que t'as le fauteuil de boss. C'est vrai que j'ai le fauteuil si de je puis boss. me permettre. Il y a eu beaucoup de discussions sur est-ce qu'on doit me mettre ici ou sur le canapé. Ouais. C'est quelque chose qui, au niveau de la production, ça fait un petit peu polémique. Scénographie, Mais ouais. c'est tout un sujet là. Et du coup, je décide. Non, moi je suis très content d'être ici, comme ça, Ouais, avec les mains comme les ça. accoudoirs. Hein. Ouais. Ça, c'est Ah non, le c'est- boss qui a les accoudoirs. Et oui, il y en a aussi sur ce fauteuil-là, mais moi je préfère celui-là. Il est incroyable.
Ok, bon, du coup, je me suis un peu perdu dans ce qu'on disait, mais c'est un petit peu le jeu. Donc oui, on parlait, d'ailleurs, ça sera justement le sujet de notre deuxième talk, principalement, de la thune pour notre avenir dans la France à Macron. On va pas le faire tout de suite, mais oui, le sujet de la redistribution des richesses, c'est un sujet absolument central. On a beaucoup parlé ces dernières années et ces derniers mois en France. Notamment, il y a eu la proposition d'ailleurs de Gabriel Zucman, la fameuse taxe Zucman, pour essayer d'aller récupérer l'argent là où il est, chez les multimillionnaires, vraiment chez le top 0,01% de la France, les centimillionnaires et les milliardaires qui, par rapport à n'importe qui, en termes d'impôt sur le revenu, en comparé, c'est comme s'ils ne payaient pas d'impôt sur le revenu. Et donc voilà, on essaye de corriger ces inégalités. Et moi, la question que j'ai envie de poser aussi, que j'ai envie de te poser, c'est, bon, récupérer et redistribuer les richesses, oui, c'est très bien, mais pourquoi faire de cet argent? C'est juste pour augmenter les salaires des Français? Comment on peut faire ça et qu'on peut articuler justement ce discours de fiscalité, pas forcément de redistributive, et peut-être d'injustice aussi climatique, ce genre de choses? Oui, déjà, vous allez voir dans toute la suite de la soirée, je pense qu'il va y avoir plein d'autres propositions, possibilités qui vont être évoquées par tous les intervenants et toutes les intervenantes. Mais en fait, au-delà de la redistribution, quand on parle de réécrire les règles, c'est ouvrir des espaces et faire en sorte que les espaces soient plus démocratiques et du coup faire en sorte que les minorités, au niveau international, les pays du Sud et globalement les citoyens et les citoyennes aussi aient plus voix au chapitre parce que aujourd'hui on n'est pas beaucoup écouté dans les propositions qu'on fait. Et en fait, c'est pas naïf que de dire que on a le droit de demander une place plus importante dans les décisions qui sont faites, que ce soit au niveau national ou au niveau international. En fait, il faut rééquilibrer le rapport de force. Là, aujourd'hui, on a vraiment un rapport de force qui n'est pas du tout équilibré. Et si on l'équilibre, c'est comme ça qu'on peut faire entendre nos voix et ensuite proposer des choses qui peuvent être mises en place. On le voit avec la mobilisation, mais je voyais aussi tout à l'heure dans le chat, il y avait des gens qui le disaient. En fait, c'est la mobilisation, ça marche. Et là, vous allez avoir des exemples. Je pense qu'il y a des gens qui vont en parler, mais suite à des mobilisations, il y a pu avoir des vraies avancées au niveau international, au niveau de l'ONU, etc. Le truc qui nous paraît hyper lointain, non, en fait, c'est grâce à des citoyens comme vous et moi qu'il y a eu des changements politiques pour un monde plus juste, plus inclusif pour tout le monde, quoi. Yes, donc voilà, c'est pour ça qu'on est là. Parce que j'imagine aussi qu'il y a dans toutes ces mobilisations que tu décris, là où ça fonctionne, c'est que j'imagine que quand même, par le jeu politique, par le jeu des intérêts économiques, dès qu'il y a un groupe de personnes de plus en plus grand qui commence à menacer des moyens de production, qui commence à menacer des institutions en disant nous on arrête si vous jouez sur nous, j'imagine quand même qu'à la fin c'est un minimum de portée et de poids, parce qu'à la fin je veux dire, toute chose est égale par elle-même, donc du coup j'imagine quand même que ça a beaucoup de répercussions d'avoir à la fin ces mobilisations, notamment on a vu là à Genève les mobilisations qu'il y a eu, j'imagine que ça a dû avoir une sorte d'impact d'une manière ou d'une autre, ou tout du moins sur la société civile. Ouais, c'est un peu le discours. Enfin, vous avez déjà dû voir passer ça, mais le truc de on est les 99%, quoi. Enfin, c'était le mouvement Occupy Wall Street qui disait ça aux États-Unis il y a une dizaine d'années. Par rapport aux inégalités, c'est un peu ça, quoi. Enfin, et c'est ce que disait Robin ou Nathalie tout à l'heure sur la place de tous les pays, sur le fait que les pays ne sont pas représentés là dans le G7, etc. Et en fait, c'est pas une mobilisation qui va avoir un impact. C'est toutes les mobilisations et la diversité de leurs formes. Et par exemple, sur le changement climatique, j'écoutais un podcast l'autre fois, c'était hyper intéressant. C'était une chercheuse en géographie qui parlait du changement climatique et qui disait, en fait, aujourd'hui, il y a un discours de l'impuissance qui est hyper répété sur le changement climatique. On a l'impression qu'on ne peut plus rien faire. Qu'en plus, nous, petits citoyens, on n'a pas le choix que de subir ce qui se passe. Et en fait, elle disait, c'est pas vrai, les scientifiques, ils disent pas qu'on peut plus rien faire. C'est juste qu'on n'a pas d'espace pour porter ce narratif-là. Et en fait, si on perd l'espoir, ce que tu disais, mais ça paraît un peu bateau, mais vraiment, c'est ce qu'il faut dire. Ouais, parce qu'en fait, on le perd quand même souvent, vu les crises qu'il y a, vu les narratifs qu'on entend le plus dans les médias, la radio, etc. Quoi. Et puis là, encore une fois, avec Trump qui décide de vraiment foutre la merde partout dans le monde, qui décide, on ne sait même pas vraiment exactement pourquoi, d'attaquer l'Iran avec Israël, et ça a fait décoller le prix du carburant, et ça déséquilibre totalement le semblant d'équilibre à l'échelle mondiale qu'on avait, qui était déjà extrêmement insatisfaisant. D'un côté, on se dit, qu'est-ce qu'on peut faire face à ça? Mais de l'autre côté, il y a presque, et ça c'est quelque chose auquel je réfléchis un peu en ce moment, il y a peut-être un côté où on se dit, mais on va finir par toucher le fond. Est-ce qu'on n'a pas déjà touché le fond? Est-ce que ça va finir par remonter? Mais quand on voit Trump
Enfin, quand on voit le maboule que c'est, on se dit ça peut pas continuer comme ça toute la vie. À un moment donné, il va bien y avoir une forme de réveil. On le voit, il y a déjà une forme de réveil dans plein d'espaces, quoi. Mais je sais pas, à un moment donné, ça va soit finir par péter ou finir par changer d'une manière ou d'une autre. Qu'est-ce que t'en penses, TPK, toi, ton rapport à l'espoir, par exemple? Moi, je suis bardé de copium, il faut le savoir. Ah, Donc moi, très je bien. suis full of copium, extrêmement optimiste. Enfin, non, pas extrêmement, j'exagère, le terme n'est pas bon. Mais je suis optimiste par nature parce que je crois que des décisions prises comme ça, par exemple du Donald d'aller drop d'aller drop quelques tapis de bombes en Iran, je crois quand même qu'à la fin, le peuple américain, on a beau dire ce qu'on veut, mais c'est à la fois un peuple qui l'a élu, à la fois un peuple qui est extrêmement éclairé sur plein d'aspects de la politique et qui est au courant de son histoire et qui connaît son impact sur le monde. Enfin, clairement, je pense qu'il faut pas... Il y a une partie des Américains, Exactement. c'est clair. Sous-estimer cette partie-là du pays qui s'organise, enfin, pour écouter beaucoup par exemple, de podcasts aussi et de personnes qui sont spécialistes de la civilisation américaine, enfin de l'histoire américaine et donc de civilisation américaine, c'est que tout ça, ça va se payer en fait. Ouais. Tout ça va se payer. Déjà, que ce un peu en soit train de se les payer. midterms dans une courte échéance. Plus tard, parce qu'en fait, on voit qu'il y a des républicains qui sont des frondeurs. On a eu 4 républicains qui se sont alliés aux démocrates pour signer un texte qui est plus à vertu symbolique qu'autre chose, pour dire Trump, là, faut arrêter les bêtises. En fait, je crois vraiment que, je sais pas si c'est mon optimisme qui s'exprime trop, mais qu'en fait, tout ça a des répercussions. Et qu'à terme, ça prend le temps que ça prend, mais les gens se réapproprient les sujets et redisent droit dans les yeux aux personnes qui prennent les décisions, t'es jamais rien qu'un mec qui bosse pour nous. Parce que, in fine, dans une démocratie, le mec, il peut s'appeler qui il veut. S'il se fait élire, c'est qu'a priori, les boss, c'est plutôt les gens qui l'ont mis là, quoi. Donc, c'est ma partie copium optimiste un peu béate. C'est le terme que je cherche, je ne sais pas. L'optimisme béat, l'optimisme, vaut mieux qu'il soit pas trop béat, mais je suis assez d'accord. Là, on voit que Trump, le modèle de Trump, d'un point de vue américain, on va dire ça alors qu'il continue de faire absolument n'importe quoi dans le monde, il y a un petit décalage parfois qui est... faut faire attention à ça, quoi. Voilà, on n'est pas des Iraniens sous les bombes, typiquement. Mais quand même, quand on regarde le peuple américain, là, il y a un côté, tu parlais des midterms, il risque de se prendre une vraie branlée, et il y a quand même cette impression que Trump a allé trop loin, il va finir par le payer. C'est ce que tu as dit. Et moi, je suis assez d'accord avec ça, quoi. Alors après, c'est jusqu'où on va aller avant de remonter, mais c'est vrai que, voilà, on n'est pas voué à juste bouffer de la merde à l'infini, quoi. Et bien sûr, je me permets une petite virgule, mais c'est vrai que dans tout ce que je viens de dire, je n'ai pas mis en avant les pertes civiles et les personnes qui meurent de l'impact de ces gens-là. Donc évidemment, je me permets de repréciser, parce que c'est vrai que j'ai pas eu l'occasion, j'ai pas pensé de préciser ça, mais cela va de soi. Oui, ouais. Voilà. Donc, on commence à être habitué dans le sale monde dans lequel on vit. Exactement. On oublie de préciser ces choses-là. On oublie de préciser ces choses-là. Il faut continuer à préciser. Anouk, est-ce que tu as un petit mot à dire avant qu'on passe à notre jeu? Ouais. On va parler plus de Macron. On a beaucoup parlé de Trump, mais on va peut-être pas assez parlé de Macron. Oui, Voilà. Steve, pardon, je voulais juste dire par rapport à ce que tu viens de dire, pour conclure, que en fait, le CCFD Terre Solidaire, c'est ce qu'on fait aussi, quoi. C'est faire du lien avec ce qui se passe dans les pays du Sud et dans les pays qui subissent le plus les décisions d'un pays comme la France, de faire le lien avec les populations de ces pays-là pour justement faire en sorte que leur voix soit entendue et qu'ils aient un espace de pouvoir, de parole, etc. Ok, Voilà. bon très bien. On va passer au jeu maintenant. L'horloge avance, on n'a pas trop de retard, ça va, on a quoi, 3 minutes de retard sur le planning, donc on s'en sort très très bien. En réalité, ça va être assez dense, on a beaucoup de sujets, on a beaucoup de choses à dire. Les sujets d'ailleurs se rejoignent un petit peu les uns les autres, mais en tout cas voilà, ça risque d'être assez dense, donc on va essayer d'avancer un petit peu. C'est aussi mon rôle d'essayer de faire attention à l'horloge, et du coup je perds mon temps à expliquer ça, alors que on pourrait se presser. Donc on va passer à notre premier petit jeu. Il l'a dit, mais pour quel effet? Voilà. Ah. Donc ça va être un jeu très très simple. Il va y avoir plusieurs citations d'Emmanuel Macron. Je vais essayer de le faire avec mon imitation d'Emmanuel Macron. Voilà, il faut savoir que j'ai un Macron. T'as un Macron? J'ai un Macron, je suis connu pour ça. J'ai un Macron. Les viewers peuvent en témoigner. Donc je vais essayer de vous le faire avec la voix de Macron, histoire que ça soit vraiment nickel. D'ailleurs, Robin qui est revenu pour jouer au jeu dans les avec jeux, nous. surtout quand il y a Macron, donc je reviens. Eh bien, parfait. Donc je vais vous citer une citation de Macron. Et vous allez devoir me dire si ça a été suivi des faits à hauteur de 10%, à hauteur de 40%, ou à hauteur de 80%. Vous voyez, on a un petit baromètre comme ça. C'est un peu le même code couleur que pour le DPE, énergie. Voilà. Let's go. Let's go, pourquoi pas. Ok. Donc voilà. Première citation. Jamais aucun décideur, aucun pays ne doit avoir à choisir entre la réduction de la pauvreté et la protection de la planète. Pas mal l'imitation. Franchement, ça fait Ouais, flipper. ça joue, hein. Ouais, pas mal. Franchement, ça joue. J'ai hein. travaillé. là, Tu peux le faire travaillé. avec le masque ou pas? Avec le masque, non. Non. Alors je leur dis avec une vraie voix, parce que peut-être que vous étiez plus concentrés sur la forme que le fond. Jamais aucun décideur, aucun pays ne doit avoir à choisir entre la réduction de la pauvreté et la protection de la planète. Pour vous, on est sur quelque chose qui a été suivi à hauteur de 10%,
De 40% ou de 80%? Waouh. 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 Il y a 3 solutions. Opposition entre pauvreté et protection de la planète. Je tente un vilain 40. Un vilain 40? Un vilain 40 sans y croire. Hein. Pourquoi TPK? Non, c'est juste comme ça, pour la beauté du jeu. Ouais, bah ouais, et puis je me dis qu'il y a des pays concernés qui effectivement sont d'accord avec ça en fait. Peut-être qu'il y a des pays, notamment les pays du Sud, qui sont absolument d'accord avec ça et qui de toute façon leur survie est en jeu, donc ils sont en mode bah oui, mais on t'a pas attendu pour que on a attendu que tu le dises pour qu'on le sache quoi. Ah oui, ok, vu comme Dans ça. cet effet-là, D'accord. tu vois, je sais pas. Ouais. Je tente ok. un move, mais Non, s'il tu tentes faut, un c'est un move, move nul. pourquoi Hein. pas, pourquoi pas. Ok. Non, mais c'est ton optimisme. Ouais, voilà, Ça, c'est en vrai. ça. Là, je commence Ouais, à croire bien. qu'effectivement, il y a du copium là-dedans. Mais Ouais, très bien, trop très de bien. copium, bon, ok. Alors, et toi, 10%, 40% ou 80%? Moi, je dirais 10. 10? Ça me paraît raisonnable. Non. Moi, je dirais 80% de belles promesses. Ah. Ah, c'est 40. Alors, Parce c'est que une Manu, promesse. il adore faire des belles promesses. Oui, c'était une belle promesse, mais c'est vrai que bon, quand on écoute Macron dire ça, aucun pays ne doit avoir à choisir entre la réduction de la pauvreté et la protection de la planète. Moi, j'ai quand même l'impression qu'il a ni réduit la pauvreté, ni protégé la planète, quoi. Donc, quelque Ouais, part, c'est on peut le voir de complexe. cette manière, en mode genre, oui, effectivement, il n'y a pas à choisir entre les deux, on peut faire aucun des deux. On peut faire aucun des deux. Donc, la réponse, c'est peut-être 80% finalement. Alors, ça va être quoi la réponse? On est sur du Oh, c'est du 40, fastoche. 40 fastoche? Non, on est bien sur 10%. Hein. Eh oui. Non, mais j'ai Oui. tout donné là, arrête tes bêtises. J'ai tout donné. Ah, surtout moi, c'est à quoi ça me fait penser. On a parlé d'écologie punitive tout à l'heure, et c'est vrai que les quelques rares mesures écologiques qu'il a voulu faire passer en France, c'est des choses qui avaient tendance à pénaliser les classes populaires et à être compatibles avec plutôt les CSP+. Quoi. Typiquement, on va vous faire des réductions pour que vous achetiez un véhicule électrique. Déjà, c'est pas l'alpha et l'oméga d'une politique écolo que de conduire l'électrique s'il n'y a pas toutes les infrastructures qui changent. Mais en plus, si tu n'as pas une thune, tu n'en bénéficies pas. Des incitations fiscales, ce genre de choses, les pauvres ne peuvent pas en profiter. Ils restent aussi pauvres, et à la limite, les riches peuvent un peu en profiter. Donc le 10%, ouais, il me paraît pas volé, quoi. Et la phrase, ça fait beaucoup sens en plus. Parce qu'effectivement, il fait un constat qui est juste. C'est-à-dire, aujourd'hui, on a des pays qui, en fait, sont totalement endettés, dans une situation financière dramatique. Et en fait, il doit faire le choix. Est-ce que, du coup, je sauve l'avenir de ma population par rapport au changement climatique ou effectivement, est-ce que j'essaye d'investir pour qu'ils aient des hôpitaux, des écoles, etc. Et ça, c'est un dilemme que... Effectivement, le constat est bien, mais c'est quelles sont les solutions qu'a derrière la France, notamment sous Emmanuel Macron, a apportées. D'où les 10%. Ouais, pas grand-chose. Si, ça a supprimé la redevance télévisuelle, voilà, pour qu'on paye moins d'impôts, mais après, voilà, ce qui nous donne d'une main, il leur prend de l'autre en réduisant les services publics, quoi. Donc, effectivement, 10%, ça me paraît déjà assez élevé. Deuxième citation d'Emmanuel Macron, est-ce que ça a été suivi d'effets à hauteur de 10%, de 40% ou de 80%? Nous devons assumer un choc de financement public. Tout simplement. Point de la phrase. C'est Ok, ça. nous devons assumer un choc de financement public. Qu'est-ce que ça veut dire ça, un Ça choc veut dire de qu'il faut abouler la thune, quoi, pour qu'il y ait des financements publics. Ah, un choc de financement. Voilà, Les termes sont tellement- des investissements de la puissance publique. Mais c'est pas le roi de l'ambiguïté. Un choc d'un financement public. Ça fait un peu peur, genre. Moi, première lecture, je suis en mode qu'est-ce qu'il me raconte. J'ai l'impression de lire un Ça peut spell être dans une LoL. question- quoi. Ça peut être une question piège. Choc de financement public, ça veut dire on enlève tous les financements publics. Ouais. Ou est-ce qu'il Ça va y veut avoir dire beaucoup on en rajoute. Mais ouais, un je choc de financement J'ai public. pas compris. Mais dans ce contexte, c'est plutôt, je pense qu'il voulait dire quelque chose comme, voilà, pour l'écologie, on ne compte pas, on va mettre l'argent sur la thune sur la table, pardon, parce que c'est un sujet très important. Donc, Ah, tu vous direz, comprends comme ça? je pense que c'est ça. Hein. Moi, je comprends. Il n'y a plus une thune. Foutez le camp. Hein. Un choc de financement public, il n'aurait pas dit ça, il aurait Moi, dit un je choc d'austérité, à la limite, je sais pas. Non, il n'aurait pas dit ça. Mais tu pas vois, vendeur. c'est trop chelou. C'est une question piège, hein. Allez, c'est le moment de répondre. 10, 40 ou 80%, TPK. Un choc de financement public. Bah écoute. Allez, je vais rester sur mon 40. Allez, Ok. 40. C'est le département des Landes en plus, et Parfait. de façon arbitraire. Un choc de financement public, moi, je le prends en mode choc positif. Donc, est-ce qu'on a eu beaucoup de financement public dernièrement? Je crois que je reste sur 10, malheureusement. 10, Ouais. Ça me paraît raisonnable. Ouais. Quand il dit ça, c'est notamment financement public pour aider les pays du Sud. Ok. Ce qu'on a vu surtout ces 2 dernières années, c'est que la France a dû, si on doit passer 10, 40, 80%, a dû couper, on n'est pas loin de 40% de son aide internationale. Donc on a Ok. 40%, mais pas 40%. Oui, non, pas 40% d'efficacité. Donc tu dirais 10%, toi. Oui. Ok. Ah, Choc mince. de financement public, mettre de la thune pour les pays du Sud. Du coup, on va être à combien? C'est plus 10%, plus 40% en termes d'effet? Ah. C'était une question piège, on est à 0%. Mais effectivement, quand choc de financement public, c'est ce que tu expliquais, il est littéralement en train de réduire à hauteur de 40% les aides à d'autres pays. Les aides au développement, oui, effectivement. Et c'est vrai qu'on pense beaucoup à l'austérité d'Emmanuel Macron, les suppressions de postes,
les suppressions de cotisations sociales pour les grandes entreprises qui fait qu'après, oh là là, il n'y a plus d'argent pour la Sécu, du coup on augmente l'âge de départ à la retraite. On pense beaucoup à nous autres en tant que Français, aux services publics et à tout ça quand on pense à des politiques d'austérité. Mais c'est vrai qu'en termes d'aide au développement, d'aide à d'autres pays que la France, je pense que c'est même encore en première ligne sur les politiques de dépenses publiques. Je ne sais pas si quelqu'un a des précisions là-dessus, mais je pense que ce n'est pas forcément incohérent ou déconnant de le dire. Voilà. Complètement. Oui, c'est on une est d'accord. continuité. Bah ouais, voilà, de toute façon, voilà. Il tape sur tout le monde, sauf peut-être choc de financement public, effectivement, sur les aides aux entreprises, aux grandes entreprises et aux multinationales. Là, à la limite, on aurait pu être mauvaise langue et dire... C'est 80, là-dessus, ça. Oui, là-dessus, ça aurait été du Ouais, c'est 80. 80. Ah oui, les fameux plus de 200 milliards d'aides aux entreprises. Bien sûr. Voilà, C'est- le fameux rapport sénatorial de Fabien Gay, qu'on salue, bien sûr, directeur de l'Humanité, par ailleurs. Je reste un peu corpo. Troisième question, troisième citation. Nous devons aussi savoir aider nos voisins d'Afrique sur le plan économique en annulant massivement leurs dettes. Alors, est-ce que ça a plutôt annulé massivement les dettes? Ça a annulé juste un tout petit peu les dettes? Ou ça n'a pas du tout annulé les dettes, Emmanuel Macron? En termes d'effet, on est sur du 10, du 40 ou du 80%? Je crois que ta strate du 40... Est-ce que c'est le moment où je dis 10 et c'est 40? c'est Là, il y a un mind game de fou. Si c'est ça, je... je me fais du mal. Donc, on va rester sur du 40. Parce que... Non, j'ai pas de justification. Non. On va rester sur du 40. Ok. Égo réponse. Un indice, il a dit ça pendant la pandémie Covid-19. Ah, Et c'est 40. Et c'est gagné. ouais. C'est vrai que c'est le seul C'était moment... pas, où- c'était pas pour te... C'est le seul moment où il s'est dit C'était on va pas pour te dépenser faire plus changer que d'avis, d'habitude. c'est juste pour donner une précision. Ok. Je me souviens pas de cette citation. Je coulerai avec ce bateau. Nous devons aussi savoir aider nos voisins d'Afrique sur le plan économique en annulant massivement leurs dettes. D'ailleurs, l'annulation de dettes des pays du Sud, entre guillemets, qui sera un de nos 3 sujets ce soir. Ce ne sera pas le seul sujet du troisième talk, mais le troisième talk sera beaucoup axé autour de ça, l'annulation des dettes du pays du Sud, un sujet qui est passionnant et dont on parle assez peu. Donc alors, 10, 40 ou 80%, est-ce que tu fais la stratégie TPK à rester dans ta lane ou pas? Je sais un peu ce qui s'est passé à ce moment-là, donc non, mais petit spoil, en fait, il a suspendu, enfin, les dettes des pays du Sud ont été suspendues à ce moment-là, mais pas annulées. Donc 40, c'est un peu optimiste. Je crois que je vais rester sur 10. Annuler massivement, la citation, massivement. Ouais, massivement en plus. Ouais. Et toi? Et depuis qu'il a dit cette citation, mon collègue Mathieu vous précisera, mais je pense qu'il y a au moins 2 ou 3 pays africains qui sont tombés en suspension de paiement, qui n'ont pas tellement surendetté qu'ils ont dû faire défaut de paiement. Donc je pense, moi je dirais bien 0%. Ok, 0%. Alors, la réponse, est-ce que ça va être plus 0, 10, 40, 80, 100? 10%. C'est terrifiant là. 10%. Alors, on n'a pas compté les points, mais de toute façon, bon, voilà. Il y avait une question piège, c'était que des questions pièges. En même temps, c'était surtout une façon de dire que Macron, non seulement il tient pas ses promesses, mais il tient particulièrement pas ses promesses. Encore une fois, c'est un peu ce qu'on disait avec le G7. Au début, il y avait un semblant de façade et là, il n'y a même plus ça, quoi. Ils s'en foutent totalement, quoi. Quand on prend tout ce qu'a pu dire Macron et qu'on compare au bilan de ces 2 mandats, c'est vraiment totalement abusé. On est habitué à ce que les politiciens nous mentent. On s'attendait à rien, mais on est quand même déçus, j'ai envie de dire. Voilà. Et que ce soit au niveau national ou au niveau international. Oui, c'est tout ça. à fait. Au moins, il y a la constance. Oui, c'est ça. Voilà, il y a une certaine constance dans le mensonge, dans le foutage de gueule et dans la politique désastreuse, quoi, finalement. Que ce soit au niveau économique ou ailleurs, même si là, on a plus parlé d'économie. Bon, en tout cas, on va passer à notre deuxième sujet, à notre deuxième talk. D'ailleurs, je viens de capter que j'avais ramené une tasse avec de l'eau dedans, mais en fait, je l'ai oublié. Donc, si à la limite, quelqu'un de la régie peut éventuellement m'amener de quoi boire un peu de flotte, parce que je commence à avoir la bouche sèche, je le dis à tout hasard, ça serait cool. Et sinon, je vais vous remercier tous les 3 d'être venus. Merci Merci beaucoup. à toi. Merci à toi. Et merci à ta commu. Yes.